Salut, je m'appelle Phil, qu'est-ce que j'ai lu récemment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est parti pour un nouveau Top Comics. Un Top Comics n'est pas un bon Top Comics sans un Star Wars, évidemment. C'est que j'en ai acheté une pleine brouette, alors je l'ai lu au fur et à mesure, c'est pour ça. Alors, est-ce que Star Wars, les ruines de l'Empire, c'est un one-shot? Est-ce que ce sera mieux que Chewbacca que j'ai chroniqué la dernière fois? Greg Rucka, le scénariste, n'est pas parti sur le même principe, c'est-à-dire Chewbacca était très concentré sur un héros principal de Marvel, et il y avait un héros secondaire, une petite fille. Là, c'est le contraire, il se concentre sur deux personnages secondaires, et en toile de fond, on voit Luke, on voit Leia, on voit Han Solo. Ils font pas que de la figuration, ils sont bien utilisés et on reconnaît bien là l'esprit Star Wars. Au dessin, c'est Marco Cecchetto, je sais pas comment on dit. Attendez les gars, j'arrive déjà pas à dire Byrne comme il faut, alors si vous me mettez des noms italiens, on va pas y arriver. On va l'appeler Marco. Marco fait de l'excellent travail, on reconnaît les personnages connus, c'est-à-dire les acteurs de la saga Star Wars évidemment. Les batailles dans l'espace, il y en a quelques-unes sont épiques, enfin il y en a quelques-unes évidemment c'est du Star Wars, et il a un style très cinématographique. Je m'explique. Il y a un moment, l'héroïne qui s'appelle Shara, elle dit au revoir à son copain qui passe la porte, il y a une grosse lumière et il lui dit je t'aime ou un truc comme ça, et il y a un gros plan sur le visage de Shara, genre oh mon dieu c'est la dernière fois que je le vois. Et on se dit, ah, le mec va mourir. Enfin, c'est un truc, moi je vois ça dans un film, je suis sûr que le gars va mourir. Et plus l'histoire avance, et plus il se passe d'autres trucs, et tu te dis, ah mais non, mais c'est pas lui qui va mourir, c'est elle qui va mourir. Et ça avance, et le mec arrive dans une situation qu'il devrait pas se retrouver, et tu te dis, ah mais non, c'est lui qui va mourir. Et c'est un petit peu le génie de Greg Rucka, c'est qu'il fait ça pendant tout le bouquin. Alors je vous dis pas qui va vivre, qui va mourir, mais même pour des personnages secondaires, c'est plus intéressant que Chewbacca. Donc Greg Rucka et Marco, ils ont déjà bossé sur le Punisher il y a pas longtemps, ils font une très bonne équipe, je conseille vivement ce Star Wars. J'ai oublié de le préciser au début, mais c'est édité chez Panini, évidemment, c'est du Marvel et c'est du Star Wars récent. Première place directement. Mais est-ce que la saga Star Wars va se faire détrôner par la série X-Files? Alors je sais pas si vous avez remarqué chez votre libraire, mais il y a pas mal de comics X-Files en ce moment qui sortent, parce qu'il y a la saison 10 qui arrive cette année, la saison 9 date de 13 ou 14 ans je crois, un truc comme ça. Donc Glénat réédite les vieux épisodes de X-Files, que perso je n'ai pas acheté parce que j'en ai déjà quelques-uns en VO, et bon, ça vaut pas tellement le coup, je crois que c'est des épisodes autour de la saison 2 ou 3. Et ils sortent ça qui fait la liaison entre la saison 9, donc qui date de 2002, 2003, je sais plus, et la saison 10 qui date de maintenant, 2016. En cas où vous voyez cette vidéo dans 15 ans. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en train de me refaire l'intégrale d'X-Files. Ouais, je raconte ma vie sur les réseaux sociaux, bah, ça sert à ça. Je sais plus si je l'ai dit sur Facebook ou Twitter, mais bon, actuellement j'en suis à la saison 8, et donc ces épisodes édités en Amérique chez IDW font la transition entre la 9 et la 10, et là vous allez me dire, mais t'es en train de te faire spoiler! Eh ben oui, en lisant ça, je me suis fait spoiler comme un gros porc, mais vraiment! Il y a des gens qui sont morts, je ne le sais toujours pas, il y a des événements très importants qui vont tomber bientôt dans les prochains épisodes que je vais regarder. Bah maintenant j'ai plus l'effet de surprise, et là vous allez me dire, mais toi qui es contre les spoilers, pourquoi tu as lu ça alors que tu sais que t'en es qu'à la saison 8 et ça c'est la saison 9,5 on va dire. En fait je voulais répondre à deux questions dans cette chronique. Est-ce qu'on peut lire ce livre si on ne connaît pas X-Files du tout, et est-ce qu'on peut lire ce livre si on a vu que les 2-3 premières saisons, voilà, si on connaît un peu X-Files mais sans plus. Alors déjà si vous avez jamais vu X-Files de votre vie, que vous connaissez pas Mulder et Scully et tout ce qu'il y a autour, le paranormal, les fantômes, les extraterrestres, etc., le complot, ne lisez pas ça, vous allez rien comprendre, ça sert à rien, ce n'est pas pour vous. Et si vous avez vu que les 2-3 premières saisons, vous connaissez le principe d'X-Files, vous connaissez un petit peu les héros, comme moi vous allez vous faire spoiler sur plein de trucs, il y a beaucoup de choses que vous allez peut-être pas comprendre si vous avez arrêté au bout de 2-3 saisons, je pense qu'il faut au moins aller jusqu'à la 5 ou la 6 au moins. Mais si vous connaissez un petit peu X-Files, ouais bon ok vous pouvez lire ça, vous n'allez pas tout comprendre mais ça devrait passer. Alors Glénat a bien mis un résumé des épisodes précédents, mais ils l'ont mis à la fin du bouquin. Attendez je vous montre. Voilà, ils ont foutu à la fin. Fallait y mettre au début, Glénat. J'ai pas compris, franchement. Non, au début, ils ont préféré mettre la vérité sur Chris Carter. C'est le créateur d'X-Files, et il n'y a pas un mot sinon sur Joe Harris et Michael Walsh, le scénariste et le dessinateur de ce comics. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait précédemment, j'ai pas pris le temps de chercher. Est-ce que ça vaut le coup de parler d'eux? Parce que scénaristiquement, c'est pas du grand X-Files, c'est un épisode... c'est encore, j'ai envie de dire, un de ces épisodes où, à la fin, on te dit... vous n'êtes pas prêt pour savoir la vérité. Il y a un méchant qui essaye de tuer les héros, et puis en fait non, il est gentil, mais non, en fait il est méchant. Enfin, c'est un petit peu bordélique.
comme je vous dis, on reste un peu sur notre fin, genre vous connaîtrez la suite dans, je sais pas, dans les prochains épisodes ou dans les prochains épisodes de la série télé. Ça je pourrais vous répondre quand j'aurai vu la saison 10, mais je l'ai pas vu pour l'instant. Et le tome 2, je ne l'ai toujours pas lu ni acheté parce que ça m'a un peu refroidi. Je pense que Chris Carter, parce que c'est lui qui chapeaute tout, je pense, il aurait dû assister ou il aurait dû faire en sorte que ce soit une histoire complète. Tu lis le truc et t'as envie de dire, ah ben ouais c'est sympa, je veux lire la suite. Alors que là, il y a tellement de questions en suspens que ça refroidit, quoi. Tu te dis, je suis parti dans un run de quoi, de 50 tomes, j'aurai les réponses dans le prochain épisode, on sait pas en fait. Donc j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, ça respecte bien l'esprit X-Files, parce que la série télé, c'était ça aussi, finalement. Donc scénaristiquement, c'est un peu bancal, alors peut-être que quand on aura l'intégralité de l'œuvre, ça prendra tout son sens, mais pour l'instant, c'est un peu, ouais, bof. Au niveau des dessins, c'est pas Jojo, je vous avouerai, il n'y a pas de gros effort qui a été fait, c'est clair. Pour un grand retour au bout d'une décennie d'absence, je trouve ça quand même un petit peu léger. Alex Fight, c'est clair que tu vas pas passer devant Star Wars avec ça. Alors, dans le dernier Top Comics, j'avais dit que Warren Ellis était un petit peu le Alan Moore des pauvres, sous-entendu que Alan Moore ne faisait que des bonnes choses. Et puis j'ai acheté Cross Plus 100. C'est sorti chez Avatar en Amérique et c'est Panini qui édite ça en France. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va pas finalement, alors que c'est marqué Alan Moore sur la couverture. Alors au niveau scénar, ça s'appelle Cross Plus 100 parce que ça se passe 100 ans après l'invasion des zombies, enfin c'est pas des zombies, c'est des infectés, des espèces de personnes qui quand ils te chopent, ils te torturent, ils te violent, des mecs fort sympathiques. Et vu que ça se passe 100 ans après, Alan Moore a jugé bon d'imaginer un nouveau langage, c'est-à-dire le langage humain évolué, au lieu de dire penser, ils disent crâner. Une époque marron, ça veut dire une époque sombre, ou merdique, tiens j'avais pas pensé à ça d'ailleurs, ou pessimiste, je sais pas. Bref, on passe notre temps à faire de la traduction, à faire le Champollion moderne au lieu de s'investir et d'apprécier l'histoire. Pour vous dire, au bout d'un tiers, j'en avais marre, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, mais vraiment. Donc j'ai complètement zappé le second tiers, et le dernier tiers, j'ai vu que grâce à une astuce scénaristique, ça a reparlé comme il faut. C'est pas fluide du tout en fait. Pour vous dire, il m'arrivait des fois de lire à haute voix, et je me rendais compte que ce n'est pas naturel, je sais pas. Alors est-ce que c'est une erreur de traduction ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas lu la VO, donc je peux pas dire, et j'ai pas envie de me disputer avec les traducteurs en France, parce que j'ai déjà assez de problèmes avec les auteurs, donc pas la peine. Donc voilà, Crost, en fait, j'ai lu la première partie, j'ai lu la dernière partie, j'ai zappé complètement la partie du milieu, et c'est là que tu te rends compte que c'est triste, parce que finalement, Alan Moore avait tellement bien développé les personnages dans la première partie que tu n'avais pas besoin de lire cette deuxième partie qui développait un petit peu plus l'univers, mais qui n'était pas vraiment nécessaire à l'histoire, ça fait un peu remplissage. Bon, mais si on passe sur cette histoire de langage, est-ce que c'est une bonne histoire? Alors oui, une fois de plus, Alan Moore a fait du bon boulot puisqu'il renouvelle complètement la saga Crost. Il rend les infectés encore plus dangereux, je vous dis pas pourquoi, vous verrez. Et au dessin, Gabriel Andrade, je sais pas comment on dit, je ne le connaissais pas, je vous avouerai. Ses dessins sont très bien détaillés, c'est propre, il n'y a pas de mise en scène un peu fofolle, on va dire, mais bon, ça fait le taf. Donc Crost plus 100, si vous aimez Alan Moore, allez-y quand même. Si vous aimez les histoires d'horreur, allez-y. Mais il y a cette histoire de langage qui gâche un peu tout. En tout cas, moi, ça m'a gâché l'histoire. Allez, on finit. Dans le premier Top Comics, on a parlé d'un manga. Dans le deuxième Top Comics, on a parlé d'un comics pour enfants. Cette fois-ci, on va parler d'un livre sans images. Je ne connaissais pas. Je vous avouerai que je ne savais pas que ça existait. C'est Marvel Comics, l'histoire secrète. C'est écrit par Sin Chun Ho. Non, ça doit être Chun Ho. C'est édité par Panini, et de quoi ça parle? Ça parle de l'histoire secrète de Marvel, et oui, c'est complètement fou. Non, en fait, régulièrement, on trouve des livres sur les super-héros, sur les auteurs, sur les dessinateurs, et là, c'est le premier livre que je trouve qui parle de la maison d'édition. Et là, en l'occurrence, c'est Marvel. Les coulisses, les potins, tout ça. Et ça revient sur absolument toutes les périodes. Ça commence avec les années 30 avec Woodman, et ça se finit jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait. Le plus intéressant, ça reste quand même à partir des années 60-70, c'est-à-dire l'ère Marvel qu'on connaît avec l'arrivée des Fantastiques, de Spider-Man, des Vengeurs. Et là... Oh mon Dieu! Mais vraiment, mais quel amateurisme! Moi je pensais que justement à partir des années 60, quand Marvel a explosé, je pensais que c'était devenu une grande entreprise. Mais non, dans les années 70, tu pouvais te pointer, on va dire jusqu'au milieu des années 70, tu pouvais te pointer dans les bureaux de Marvel, discuter avec Stan Lee, qui lui adorait ça d'ailleurs, montrer tes dessins, ton travail aux dessinateurs qui étaient là, c'était
Mais Marvel avant c'était Open Space. D'ailleurs je vous parlais de Stan Lee, ce qui est intéressant c'est que dans ce bouquin il aurait pu être montré comme un méchant histoire de faire du buzz ou un truc comme ça. Pas du tout. En fait l'auteur n'est pas tombé dans ce piège et il a eu raison. Il nous montre un Stan Lee qui est comme on l'imagine, c'est-à-dire qui est convaincu que les héros sont ce qu'ils sont grâce aux mots qu'il a mis dans les bulles et que tout le mérite revient pas aux dessinateurs qui finalement ont inventé le héros. Au moins sa forme physique avec son pyjama et sa cape. Donc voilà, ça relance le débat, est-ce que c'est les dessinateurs qui ont inventé les héros? Est-ce que c'est le scénariste qui, en développant l'histoire, invente le héros? Est-ce que d'ailleurs je rajouterais, est-ce que c'est Marvel qui finalement a inventé les héros? Parce que si Stan Lee et Ditko ils avaient fait Spider-Man dans leur piole, ils seraient aussi connus aujourd'hui que Bobby Magazine par exemple. Donc comme je vous disais, ça revient sur toute la période, c'est-à-dire les années 60 avec le conflit Ditko-Stan Lee par exemple. Les années 70, comme je vous disais, c'était open bar, c'était la fête à la maison, en plus c'était l'époque des drogues et tout, soi-disant qu'ils étaient défoncés toute la journée, mais c'est hallucinant, sérieux. Il y a eu les années 80, avec notamment l'arrivée de Frank Miller, qui pendant, je sais plus, j'ai oublié de noter les pages, c'est dommage, mais je crois que c'est une espèce de réunion où il y avait tout le monde de chez Marvel, et il a pris la parole, et il a dit en gros, oui, non mais Marvel, DC, ça pue, ça craint, quoi, tout simplement, ils respectent rien, voilà, vive les auteurs. Je peux avoir une coupe de champagne s'il vous plaît? C'est le commissaire Gordon des comics en fait, Frank Miller. T'as des bottes? Ah bah attends, posez là, je vais chier dedans, bouge pas. Ça revient aussi, vous voyez, je parle souvent des Vengeurs de la Côte Ouest et je me moque du scénario de Steve Englehart. Et ça revient sur les conflits entre les auteurs et notamment Shooter et Englehart. Shooter essayait de lui imposer des personnages, Englehart se battait pour pas le faire, enfin... J'en toucherai peut-être un petit mot dans le prochain rétro comics sur les Vengeurs de la Côte Ouest. C'est facile de taper, mais bon, faut aussi dire que quand on met des bâtons dans les roues des gens, c'est pas évident de faire du bon boulot. Ça revient aussi sur les années 90, évidemment, avec McFarlane, Jim Lee, toute l'équipe, comment ils ont comploté dans le dos de Marvel et tout, c'est excellent à lire, franchement. D'ailleurs, je savais pas, Jim Lee était pas chaud au début pour quitter Marvel. Je savais pas, je l'ai appris, c'est les autres qui ont dit, allez, viens, on va faire autre chose, on va faire notre truc. Puis Jim Lee, il a fait, ouais, pas inquiet, le gars, il travaillait chez Marvel sur une des plus grandes séries du monde et... il est parti comme ça. D'ailleurs, en parlant de la création d'images et comment ils ont mis Marvel un petit peu dans la panade, ils reviennent sur les décisions qui ont été prises après pour imiter Image. Déjà, Image imitait Marvel à la base, et ensuite Marvel a essayé d'imiter Image. Et j'avais complètement oublié la Fantastic Force. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une espèce de spin-off des 4 Fantastiques, mais avec des gros fusils, en fait, typiques des années 90. C'était horrible. Oh, j'avais oublié ça. J'avais refoulé ça, mais au plus profond de mon âme, quoi. Mais franchement, si vous êtes fan de Marvel de longue date, c'est le truc à lire, vous allez vous faire plaisir. Il y a plein d'anecdotes, c'est hyper complet, je l'ai lu en 48 heures, vraiment, on peut pas décrocher, c'est tellement bien écrit déjà, et c'est pas une suite d'anecdotes comme ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque romancé, mais vraiment pour les fans de Marvel de l'époque Lug, Strange et compagnie, voilà, Malrat, Pistolet à bulles, Maître Pierre, ce bouquin est pour vous. Je dis pas que vous êtes vieux les gars. Calmez-vous. Non, mais je le conseille vivement pour les vieux fans. Attention, si vous vous êtes mis à Marvel il y a 2-3 ans, ça risque de pas trop vous intéresser. Ça va parler de beaucoup d'histoires que vous ne connaissez absolument pas. Donc ça n'a aucun intérêt pour vous, je pense. Allez, en tout cas, directement en première place. Vraiment, franchement, c'est le truc à lire si vous lisiez des Strange dans les années 80. Voilà, c'est mon classement. Les bouquins datent un petit peu de plusieurs mois, mais en fait, le temps que je les achète, le temps que je lise, que je tourne, que je monte, que je mette sur YouTube, que je me dise tiens je vais la mettre maintenant parce que j'ai pas de vidéo de prévu, blablabla, voilà, ça sort que maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette fois-ci je vous dis au revoir et à la prochaine.